Édito par Jocelyne Jean-Claude, administratrice du Nouveau Journal. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Écriture. Né il y a plusieurs milliers d'années, entre Tigre et Euphrate, j'ai exploré la terre entière, de lieu en lieu, changeant mon apparence de civilisation en civilisation, mais gardant un seul objectif, compléter la parole humaine par un outil de communication entre tous. Mes avantages? Je suis faite de signes reconnaissables, malléables à l'infini, des lettres qui forment des mots, assemblés en phrases qui constituent des textes. Je suis la mémoire conservée de pensées, d'événements survenus au fil du temps. Je m'applique sur tout support. On fait de moi des livres, des tracts, des panneaux, des magazines, des poèmes, des journaux. Mais depuis quelque temps, une invention diabolique nuit à ma santé. Sur des écrans, on communique par des signes qui ne vont pas plus loin que l'expression ressentie, les émojis. Je suis content, j'aime pas, je suis en colère, je suis triste. Échanges limités, communication appauvrie, plus d'argumentation, plus de débat, plus de poésie, plus d'informations approfondies. Quel avenir pour moi? Mais si, en ce moment, vous lisez mon texte, c'est que vous avez sous les yeux ce journal local qui, depuis près de 15 ans, permet à tous, par l'écriture, de partager les expériences, d'exprimer des questions, d'accueillir les réponses, de tracer ainsi l'histoire de notre territoire. Sautez sur votre stylo, votre ordi, votre téléphone, utilisez-moi pour faire part de ce que vous avez à dire. Écrivez au Nouveau Journal et si vous croyez au Faisons ensemble, adhérez. Lettre de Charlotte, 8 ans, à Montauroux. La semaine dernière, au parc de skate à Péménade, il y avait un garçon qui faisait des figures avec le skate. Moi, je débute dans ce sport depuis Noël. Je ne sais pas faire des figures et ce garçon m'a expliqué et montré comment faire des figures et progresser dans le skate. Ce qui est dommage, c'est que Péménade est loin et que j'ai besoin d'un adulte disponible pour me rendre au parc de skate. J'aime ce parc car c'est un bon endroit, il y a des murs pour s'entraîner en toute sécurité. Ce n'est pas très grand, on peut pratiquer aussi du roller, du vélo, de la trottinette. Je souhaite avoir un skatepark beaucoup plus près de chez moi. Ce serait un endroit de rencontre et d'échange avec mes copines et copains d'école. À l'attention des municipalités du Pays de Fayence, par Guylaine Philly à Montauroux. Suite à la lettre de Charlotte, j'ai cherché sur Google Maps les skateparks les plus proches. Péménade, Saint-Vallier, Bargemont, Pays de Fayence, rien. Mesdames et messieurs les décideurs, n'oubliez pas que les jeunes aiment se retrouver entre eux. Un parc pour pratiquer un sport, quoi de plus convivial. Pas besoin de faire appel à des consultants pour des études sur les besoins de la jeunesse de notre canton. Soyez à l'écoute de vos administrés et lisez le Nouveau Journal. Parlons Utopie, une belle soirée, par Jean Burderon, administrateur du NJ. Nous avons projeté le documentaire Parlons Utopie, réalisé par Dominique Gauthier, mardi 14 février à 20h30 dans la salle polyvalente de Seillan. Ce documentaire présente le site Emmaüs de l'Escarpeau, qui accueille depuis plus de 40 ans les exclus de l'économie libérale et ces déçus qui cherchent une autre voie. Fidèle à l'esprit de l'abbé Pierre, ce village vit et se développe uniquement grâce à son travail, sans aucune aide ou subvention. Nous avions la chance d'accueillir le réalisateur, Dominique Gauthier, et Félicien, un des responsables du site de l'Escarpeau, ainsi que Loïc Ledal de la communauté Emmaüs de l'Arroya. Un petit repas réunissant une vingtaine de convives a été organisé avant la projection pour nos invités et les personnes représentant les associations présentes, ce qui a permis de faire connaissance et de premiers échanges. Après la projection qui a été très applaudie, il y a eu de nombreux échanges entre nos invités et les spectateurs, qui ont été dans l'ensemble très intéressés par le documentaire et le fonctionnement du site. Loïc Ledal nous a également présenté l'histoire et l'évolution du site de l'Arroya. L'association défend ta citoyenneté, née en 2017, afin d'organiser l'accueil d'urgence des nombreuses personnes arrivées en migration à la frontière italienne sur la ferme de Cédric Héroux, paysan à Breil-sur-Roya. Après de multiples poursuites en justice pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers, Cédric est finalement relaxé et la fraternité reconnue comme valeur constitutionnelle.
Les besoins du site évoluent de l'accueil d'urgence vers l'accueil pérenne pour ceux qui décident de rester vivre sur la ferme tout en participant à l'activité agricole. L'association devient une communauté Emmaüs afin de trouver un cadre administratif et légal. Ainsi, Emmaüs Roya naît en juillet 2019. Le NJ remercie chaleureusement Dominique, Félicien et Loïc pour leur présence et leur disponibilité. Les associations Court-Circuit, Demain Pays de Faïence solidaire, l'Aquarium, le collectif Non Affonçante. Pour l'aide apportée à la réussite de cette soirée qui a permis de réunir plus de 80 spectateurs avec une salle bien remplie. Messieurs Hugo et Leibovitz pour leur participation, la ville de Seillan pour le prêt de la salle, l'Office du tourisme intercommunal pour le panier de la Maison du Lac offert aux réalisateurs. Nous nous sommes quittés vers minuit, après le verre de l'amitié. Traquer les étiquettes par Bernadette Sorlier à Tourette. En ce début 2023, dans un climat anxiogène où le pouvoir d'achat baisse quotidiennement, des as de la distribution veulent nous faire croire qu'ils font des efforts pour aider les consommateurs par l'affichage de prix qui n'augmenterait pas ou peu. Mais on constate que, dans les rayons, si les contenants restent les mêmes à l'œil, les quantités de contenu ont baissé. Parmi les produits que j'utilise, j'ai relevé quelques exemples. Le pot de fromage blanc d'1 kg ne contient plus que 850 grammes. Le bidon de lessive liquide de 2,5 litres est passé à 2,45 litres. Un flacon d'huile de 75 centilitres est référencé 67,5 centilitres. La bouteille de jus de fruits de 1 litre contient désormais 75 centilitres. Une bouteille d'alcool de 75 centilitres est ramenée à 70 centilitres. On a vu des pommes vendues à la pièce. Dans les boîtes de bâtonnets de surimi, 2 bâtonnets ont été supprimés. 3 ou 4 chocolats de Noël ont disparu dans des coffrets connus. Les biscottes seraient plus minces. Consommateurs, lecteurs, vous avez sûrement d'autres exemples à ajouter à cette liste. Messieurs les distributeurs, ne nous prenez pas pour des imbéciles. Affichez en clair et gros caractères les prix au litre, au kilo. Et nous, consommateurs, soyons vigilants face aux étiquettes. Coup de cœur cinéma par Valtro Verlaguet à Faïence. Disco Boy de Giacomo Albruzese, France, Italie, Belgique, Pologne, 2023, 91 minutes. Avec Franz Rogowski, Mor Niale, Laetitia Kai, Léon Lucève, Matteo Olivetti. Alexei, incroyable Frank Rogowski, veut fuir un passé sombre en Biélorussie, ensemble avec son ami Mikhail. Ils se joignent à un groupe de supporters qui voyagent en bus pour rejoindre un match en Pologne avec un visa de 4 jours pour ce pays. Leurs visages sont grimés pour l'occasion. Mais lors d'une halte, ils quittent le groupe et essayent de rejoindre clandestinement la France. En traversant une rivière, Mikhail perd la vie. Alexei continue seul, meurtri, pour rejoindre la Légion étrangère dans l'espoir d'un nouvel avenir possible avec un passeport français. Pendant ce temps, Jomo au Nigeria se fait grimer le visage par sa sœur. Mais ici, les couleurs ont une signification plus existentielle. Jomo, qui se rêve en d'autres temps comme danseur, disco boy, est chef d'un groupe armé qui lutte contre l'exploitation de son village par les colonisateurs. Après l'entraînement comme légionnaire, Alexei est envoyé au Nigeria. Il aura évidemment à affronter Jomo. Leur rencontre constitue un tournant du film. Elle est filmée de façon remarquable avec une caméra infrarouge qui donne à leur lutte une qualité rituelle. Celle-ci conduit Alexei à endosser une identité tout autre que celle qu'il cherchait, une identité de la perte, de la fidélité au-delà de la mort. Une bande sonore puissante créée par un musicien électro-vitalique confère à l'ensemble une force quasi magique. Hélène Louvard a gagné le prix de la meilleure caméra pour cette œuvre très poétique. Le film est prévu dans la programmation de la Maison pour tous, fin avril, lors d'une soirée spéciale avec débat à la suite du film animé par Valtro Verlaguet. Distribution à Saint-Paul-en-Forêt par Marie-Anne Pont à Saint-Paul-en-Forêt. Un petit village tout tranquille, loin de la D562 qu'on ne fait que traverser généralement. Bien qu'habitant à 500 mètres du centre, je m'y rends que rarement et j'y connais peu de monde maintenant. Je me suis porté volontaire pour distribuer le NJ et en arpentant le village, de boîte aux lettres à boîte aux lettres, j'ai fait quelques découvertes. En premier, les boîtes, la plupart standards, jaunes ou vertes le plus souvent, plus ou moins récentes, certaines pleines à craquer, d'autres charmantes. Je n'ai pas pu résister à en photographier une dans le village. Puis, ce village, au recoin tranquille et charmant, petites ruelles et quartiers, certains une belle vue,
Saint-Paul a son charme si on ne se limite pas à la D4 qui le traverse. Sa mairie et sa salle André Bagur qui fait office de salle de réunion, de cinéma, de concert, de repas festifs et d'animation. Et style art l'été, en 2022, une exposition sur les harkis très réussie, une autre dédiée à Albert Camus, l'école de cirque, etc. Sa place, nommée aussi le champ de foire avec sa buvette, est le lieu d'événements festifs, concerts, arrivée de la rando des sources, grande randonnée organisée par le foyer rural de Fayence-Tourette, marché provençal, fête du village, etc. J'y ai aussi découvert des habitants, en tout cas ceux que j'ai eu le plaisir de croiser dans le village ou sur la petite route, promenant leurs chiens, et j'ai toujours été bien accueilli, sauf une fois pour être franche. Plaisir de parler à des personnes inconnues, sourire, échanger, bienveillance, ça fait du bien. Certains m'ont dit vouloir adhérer au NJ, beaucoup ne connaissaient pas et semblaient intéressés. Sans oublier la rencontre avec les commerçants, pratiquement tous situés sur la rue principale, dans un si petit village où on trouve une boucherie, une épicerie, 2 restaurants, un pizzaiolo, une onglerie, un salon de coiffure, un magasin pour animaux, etc. Leur belle devanture colorée et fleurie met un peu de joie sur cette D4. Saint-Paul peut aussi être fier de sa belle médiathèque, lieu d'animation pour petits et grands, la si active association La Dame Jeanne, à laquelle on doit des décorations dans le village, l'organisation de vide-greniers l'été, etc. À noter parmi les associations, Respire qui organise des randonnées très bien documentées et vivifiantes. Voilà le village que j'ai fini par découvrir, moi qui n'y suis pas souvent. Je sais que je découvrirai d'autres trésors en errant de boîte à lettres à boîte à lettres dans ce petit village tranquille mais bien vivant. Oui, je sais. Certains ne manqueront pas de pointer les problèmes rencontrés dans le village, mais j'ai voulu le décrire comme je l'ai traversé avec le sourire, un bon moral et un paquet de NJ sous le bras. Des mots dont il faudrait guérir, par S.A. d'Ivry à Fayence. Quel est ce vent qui se propage pour venir bousculer nos mots, même les plus usuels, admis par tous depuis la nuit des temps? Je croyais que pour présenter ses vœux en janvier, il fallait souhaiter une bonne année, faite de plein de bonnes choses, santé, prospérité, bonheur et blabla. Que nenni! Pour être à la page dans ce vent dont la nature m'intrigue, il faut dire une belle année. Suis-je bête? J'aurais dû m'en douter depuis le temps déjà qu'il est de bon ton, ou plutôt de beau ton, pour complimenter quelqu'un, de le qualifier de belle personne et non plus de bonne personne. Le jour où une dame décrocha cette formule à mon endroit et au débeauté, j'en rougis, pensant que la flatteuse était sous le charme. Hélas, ce n'était qu'une formule, restée dans mon vocabulaire en me traitant de brave homme, m'aurait suffi, sans me faire vaciller d'émotion. Et voilà même qu'une marque de champagne indique sur son étiquette qu'elle vous souhaite une belle dégustation. C'est dire jusqu'où s'étend la contagion. Donc maintenant, plus aucune excuse, vous le saurez, avant que vous ne quittiez son échoppe où vous aurez acheté un paquet de bobos. Si la commerçante vous adresse un passez une belle journée, vous devrez lui répondre « Bonsoir, madame » pour ne pas faire ringard. Surtout qu'en y entrant, vous n'aurez pas manqué, bien sûr, de lancer à la cantonade un chaleureux « Bonjour, messieurs, dames ». Ce n'est pas difficile. Oh, pardon, on ne dit plus non plus difficile. Quand on veut bien faire, on dit compliqué. Allez, au beau courage, je vous souhaite une belle adaptation, ou mieux encore, une belle chance de ne pas vous laisser contaminer par ces nouvelles dingueries linguistiques. Fonçante épisode numéro, point d'interrogation, par la rédaction.
Comme nos lecteurs le savent, nous suivons de près l'évolution du dossier Fonsante concernant la décharge voulue par le groupe Suez, dont le projet met en péril le lac de Saint-Cassien, réserve d'eau potable pour une grande partie des communes côtières et bientôt pour le pays de Fayence. Il semblerait que de nouvelles informations d'importance aient vu le jour, comme en témoignent les déclarations du maire de Calian, François Cavalier, sur sa page Facebook. Nous publions sa lettre ci-dessous, ainsi que les réactions prudentes de l'association Défense de l'Esterel et du lac de Saint-Cassien, non à Fonsante. Lettre de M. François Cavalier. J'ai pris acte ce mardi 7 mars de ce que la région Sud, porteuse de la compétence en matière de déchets, avait finalement décidé de ne plus soutenir le projet Val-Lorpol à Fonsante. Je constate que d'une version à l'autre de ce projet, non seulement le groupe Suez n'a pas réussi à susciter ou à conserver l'adhésion des collectivités concernées, mais qu'en plus l'unanimité de ces collectivités s'y oppose aujourd'hui. Je comprends donc que mes concitoyens puissent se demander dans ces conditions, pourquoi notre commune conserverait avec ce groupe le lien d'une promesse de bail, question qui pouvait d'ailleurs déjà se poser lors du passage de la première version du projet à la seconde. Notre commune ne peut éternellement rester associée à l'image d'un projet où plus personne ne semble voir l'incarnation de l'intérêt général, qui en était pourtant le moteur initial. Je comprends aussi que, dans un contexte marqué par les restrictions en eau et la pause urbanistique qui en découle, l'idée d'une telle installation émet un signal discordant. Je n'en demeure pas moins convaincu qu'un projet de cette nature, ici ou ailleurs, est absolument nécessaire. Je suis loin d'être le seul à le savoir, mais je suis là de ne me l'entendre confirmer que par des élus qui disent le contraire dès qu'un micro se présente. Il ne revenait pas de toute façon au maire de Calian que je suis, et qui n'est plus, comme je l'étais au moment du déclenchement du projet, vice-président d'une collectivité compétente en matière de déchets, de porter un tel sujet si c'était pour se retrouver seul. Le problème que nous cherchions à résoudre reste entier. Il appartient dorénavant à ceux dont les fonctions les y prédisposent de trouver une meilleure solution. Je soumettrai au conseil municipal de Calian, lors d'une de ses prochaines séances, la question de la continuité de la promesse de bail en question. Réaction de l'association Défense de l'Esterel et du lac de Saint-Cassien, non à Fonsante. Nous restons modérés sur cette très bonne nouvelle reçue hier. Il reste des étapes à franchir pour ne plus revoir ce projet revenir avec Fonsante version 3. La nouvelle position de Suez, la fin du bail, la position du préfet, des pollutions, trouver un projet alternatif sur ce terrain pour l'occuper ou le classer définitivement pour ne plus jamais voir revenir ce genre de projet de décharge. Le champagne n'est pas encore sorti en ce qui nous concerne, mais nous nous réjouissons de la nouvelle position de messieurs Cavalier et Muselier. Les médiathèques du pays de Fayence accessibles gratuitement par la rédaction. C'est ce qu'on peut visiblement appeler un caprice politique de la part du maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier. Celui-ci a en effet décidé unilatéralement de mettre fin l'an dernier au réseau des médiathèques Médiathème, qui regroupait les médiathèques de Saint-Raphaël, du pays de Fayence et des Adrets de l'Estérel, aux dépens des usagers, évidemment non concertés. Nous pensions pourtant qu'un service public devait être pérenne. Ce réseau, créé en 2010, fonctionnait pourtant parfaitement et ne cessait de progresser en termes d'abonnement ou d'échanges intermédiathèques. Le petit roi en a décidé autrement. Mais comme le dit l'adage, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Cette scission purement politique, pour ne pas dire politicarde, a permis au pays de Fayence de rebondir et de créer son propre réseau, en validant celui-ci à l'unanimité des 9 maires. Ce nouveau réseau des médiathèques du pays de Fayence est donc né le 1er décembre 2022 et regroupe 8 médiathèques: Calian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillan, Tadron et Tourette. Celle de Bagnols-en-Forêt devrait bien entendu rejoindre le réseau, tout comme celle des Astérés du lac. Question de temps. Toujours est-il qu'une bonne fée s'est vraisemblablement penchée sur le berceau de ce nouveau-né, puisque désormais, l'abonnement est gratuit pour toutes et tous les résidents du pays de Fayence. Une décision, là encore, votée à l'unanimité des 9 maires. Et l'offre est alléchante, qu'on en juge plus tôt. Au-delà des emprunts classiques de livres, CD, DVD,
Le réseau propose aussi l'accès à la presse en ligne ou à la plateforme d'apprentissage toutapprendre.com. Tout récemment, c'est même l'accès aux services numériques du partenaire institutionnel MDV, la médiathèque départementale du Var, qui sont eux aussi totalement gratuits. Une foule de ressources, dont Arte VOD ou l'accès à la BNF. N'oublions pas non plus les multiples animations proposées par chacune des médiathèques tout au long de l'année, ou les grands événements organisés par la MDV. Précisons enfin que chaque usager peut réserver ses ouvrages en ligne et les recevoir et les rendre dans la médiathèque de son choix grâce à un service de navette. La qualité alliée à la gratuité était déjà en vigueur avec le nouveau journal. Notre réseau de médiathèques enfonce donc le clou de bien belle manière. Ce qui est gratuit n'est pas forcément dénué de valeur, loin de là. Et quand il s'agit de permettre à chacun d'accéder au savoir et à la connaissance, on ne peut être qu'emballé. Allez vite vous inscrire. Plus d'infos sur le site www.mediathèque-paysdefaïence.fr. Sans oublier la page Facebook www.facebook.com/médiathèque-pdf. Au cœur des saisons, 2 boutiques solidaires au cœur du village de Montauroux. Forte de ses 25 années d'existence et malgré la triste disparition de sa fondatrice Corinne Bottero, survenue le 26 novembre 2022, l'association a trouvé une place utile et de plus en plus nécessaire dans le pays de Fayence. Cette association est uniquement constituée de bénévoles qui prennent sur leur temps et proposent 3 fois par semaine, les mardis, jeudis et dimanches, de 9h à 13h, dans leurs 2 boutiques à Montauroux village, vêtements, accessoires, déco, vaisselle, jouets, de seconde main. Le fruit de ces ventes sert à aider des familles et des particuliers dans la précarité sur le canton, ceci en relation avec les services sociaux. Le succès est toujours là et les petits prix sont de rigueur. Afin d'alimenter leurs 2 boutiques et pour perpétuer leurs actions, nous attendons vos dons en vêtements, accessoires, déco, vaisselle, jouets, etc. Alors venez nous rencontrer, faire un achat ou déposer ce dont vous ne voulez plus, le tout en bon état. Vous contribuerez ainsi à une bonne action. Vous pouvez également nous contacter au 07 61 12 05 40 et si vos dons sont trop volumineux, notre équipe peut éventuellement se déplacer. Nous vous en remercions par avance et nous vous disons à bientôt. Toute l'équipe de l'association Au cœur des saisons, adresse de nos 2 boutiques, 1 et 7 rue Bonnet à Montauroux. Manif à vélo par Guylaine Philly, administratrice du Nouveau Journal. La première manif à vélo sur le pays de Fayence a eu lieu le 22 janvier dernier. 2 cortèges, l'un au départ du collège de Montauroux, l'autre de la piscine de Fayence, se retrouvaient au rond-point de Tireboeuf en empruntant la RD 562 qui traverse le canton et accueillis par un commerçant sur son parking en bordure du rond-point. Le NJ a interrogé des participants et 2 élus présents à cette manifestation afin de connaître les motivations de chacun. Nous avons posé la question suivante à plusieurs participants. Pourquoi as-tu voulu être présent à cette manif et quels sont tes souhaits pour la réalisation d'une piste cyclable qui traverserait le canton ? Anne. Parce qu'on est dans un endroit magnifique, mais on ne peut y circuler ni à pied ni à vélo, c'est vraiment dommage, et ce serait bien que les enfants puissent aller à l'école à vélo, à pied, plutôt que de monter dans le bus et de ne pas faire d'efforts physiques, donc ce serait chouette que les municipalités se décident à entreprendre des actions pour se déplacer d'une manière lente et sympa. Jean. Je suis complètement convaincu par tous les arguments qui sont dans le tract. Le manque de pistes cyclables est flagrant et c'est étonnant que l'on n'en fasse pas plusieurs. Un cycliste. Nouvellement pratiquant du vélo, depuis moins d'1 an, si je compare d'autres régions comme la Vendée avec celle-ci, il manque évidemment de pistes cyclables pour les utiliser tous les jours, pas seulement pour les sportifs, mais pour aller d'un point à un autre. Fabienne. Je suis venu parce qu'une piste cyclable est nécessaire dans le canton, pour nous, pour les petits-enfants et les écoliers. Sylvie. Je suis handicapée suite à un accident et je ne peux circuler qu'à pied et à vélo. Le long de la route, pour aller d'un commerce à un autre, les voitures nous rasent, c'est très dangereux. Les voitures, ça coûte cher et ça pollue. Pour les enfants, le vélo, c'est mieux. Bruno Bazir pour l'association Demain Pays de Fayence.
Aujourd'hui, nous sommes au moins 100, peut-être même plus. Je remercie les associations qui soutiennent le mouvement. ABI, l'association bagnolaise d'information, le Nouveau Journal, l'association Compost Tri, Court-Circuit et les clubs cyclistes qui sont venus nombreux, les 4 communes qui ont permis la manif et les maires présents, messieurs René Bouchard et Camille Bouge. L'enjeu, ce sont de gros investissements pour permettre la circulation des vélos, mais qui pourraient permettre de réduire le nombre de voitures, les bouchons, réduire la pollution et également, pour ceux qui n'auront plus les moyens de mettre de l'essence dans leur voiture suite à l'augmentation des carburants, d'avoir une circulation accessible à tous. Pour cela, il faudra des projets concertés, il faudra absolument impliquer les usagers dans les décisions. Monsieur Camille Bouge, maire de Tourette. Je suis là car sans être exemplaire, Tourette a déjà gagné pas mal de centaines de mètres linéaires le long de la RD 562. Cela a été décidé il y a longtemps car on veut aller de manière paisible de Tourette à l'école. Aujourd'hui, on a déjà réalisé le tronçon pharmacie-école. On entreprend la continuité jusqu'à Tassy. On va passer devant la maison de retraite et la communauté de communes. Jusqu'à présent, on passait sur l'ancienne voie ferrée, que l'on a pu récupérer auprès du conseil départemental. Au niveau de Tassy, on va passer par-dessus le caniveau de béton et gagner ainsi 1 kilomètre de plus cette année. On a également un projet avec le syndicat mixte de faire une piste cyclable autour du vol à voile de 3,8 km. Monsieur René Bouchard, maire de Bagnols-en-Forêt. C'est important de soutenir la société civile, c'est une initiative de terrain. De plus, plusieurs collectifs se sont rassemblés et il est important que les élus accompagnent les projets portés par le territoire quand ceux-ci vont dans le bon sens. Je pense que c'est une vraie réflexion, un vrai travail sur la mobilité, ce qui est essentiel dans notre territoire pour effectuer les transitions qui semblent indispensables actuellement avec le changement climatique. Le Nouveau Journal. Est-ce qu'il y aura aussi un projet de piste cyclable à Bagnols-en-Forêt ? Monsieur Bouchard. Je ne sais pas quelles sont les possibilités pour l'élargissement des voies, que ce soit la D4 côté Saint-Paul ou côté Fréjus. C'est quand même très sinueux et il y a peu de possibilités d'élargissement. Il faudrait voir avec le département ce que l'on pourrait faire. En tout cas, nous essaierons de développer des itinéraires pédestres et des itinéraires vélos pour se déplacer sur la commune et aller sur des sites remarquables du territoire pour éviter l'utilisation systématique de la voiture. Pour les déplacements sur les routes, cela sera plus compliqué, mais on a vraiment une volonté pour permettre d'aller au village, au Meule, en passant par les chemins ou du village au bord du Blavet, sans obligatoirement prendre sa voiture. Bref, ne doutez jamais qu'un petit nombre de citoyens volontaires et réfléchis peut changer le monde. En fait, cela se passe toujours ainsi. Margaret Mead. L'écriture, une passion française. Épisode 1. Les plateformes d'écriture. Par Anne Cantor à Tourette. J'ai été très surprise de découvrir lors de la mise en place du numéro 54 du NJ que le pays de Fayence regorgeait d'auteurs. Enfin, surprise, oui et non, parce que nous sommes un peuple littéraire. Juste quelques titres tirés du sondage mené par le magazine Lire et le site Librinova en mars 2019. 79% des Français aiment écrire, dont 36% des 18-24 ans déclarent écrire régulièrement, et 53% des Français ont déjà eu envie d'écrire ou ont écrit un livre. Soit plus de 5 millions de manuscrits qui dorment dans les tiroirs. Des Français prolifiques donc, mais qui, à 83%, pensent qu'il est difficile de trouver un éditeur. Je compléterai en disant un bon éditeur, qui paye des droits d'auteur, qui fait le boulot et qui verse bien les cotisations à l'URSSAF. Mais oublions cela un instant. Et si c'était le moment de tenter l'aventure pour vous aussi. C'est ce que vous proposent les plateformes d'écriture. Aujourd'hui, je vous en présente une assez connue et plutôt sérieuse. Fictia. Le principe, vous déposez vos chapitres sur la plateforme dans le cadre d'un concours. Ils sont soumis au vote du public. Et si vous provoquez l'engouement des lecteurs jusqu'au point d'occuper la première place,
Hugo et compagnie, l'éditeur derrière la plateforme, vous publie. Les avantages ? Vous vous épargnez un sacré parcours de combattant. Et si votre histoire a été plébiscitée sur la plateforme, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne continue pas à plaire une fois éditée. Les inconvénients, outre le fait que vous êtes limité en nombre de caractères à chaque chapitre, 7000 espaces compris, ce qui implique parfois de devoir couper le chapitre en plusieurs morceaux pour qu'il soit mis à la disposition des lecteurs, il faut avoir un sacré réseau. En effet, pour publier un chapitre supplémentaire, vous devez collecter des likes. Au début, c'est assez simple. Vous trouverez forcément un ou deux amis pour aller aimer votre production et vous gratifier d'un petit pouce en l'air. Mais plus on avance dans l'histoire, plus il vous faut de likes. Vous avez intérêt à avoir des copains et une famille nombreuse. Autrement dit, ce n'est pas toujours le plus talentueux qui gagne, mais parfois le plus connu. Toutefois, j'ai envie de vous dire que c'est comme le loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance, alors pourquoi pas vous ? Chronique littéraire. Adopte un auteur. Jean Dardy, Le voleur d'âme, aux éditions Inceptio. 11 disparitions de fillettes. Aucun indice. Il n'en fallait pas plus pour réveiller la psychose parmi les habitants. On se regarde désormais en chien de faïence, on se soupçonne, on se dénonce. Le jour où un 12e corps est retrouvé, les gendarmes demeurent pétrifiés d'effroi à la lecture du rapport d'autopsie. En désespoir de cause, on dépêche sur place le commandant de police Stéphanie de Rochelle, alias la Louve, membre d'une nouvelle unité de police spécialement créée pour ce type d'affaires insolubles. Alors que les disparitions se poursuivent, parviendra-t-elle à dénouer enfin les fils de l'énigme ? Dans les thèmes abordés en littérature, il y en a que j'affectionne particulièrement. Quel que soit le genre où il se développe, c'est le microcosme. J'aime quand l'intrigue se déroule dans un petit monde où les protagonistes se connaissent à la fois trop et pas assez, bien sûr. Quand les relations entre les personnages se nouent depuis de nombreuses années, depuis l'enfance parfois. Le lecteur, qui déboule alors dans leur histoire, il avance sur un matelas de non-dits. En thriller, le scénario prend alors une saveur particulière. C'est un peu le cas ici, avec ces disparitions d'enfants, que des fillettes, qui interviennent dans le vignoble bourguignon. Du commandant de gendarmerie, en passant par le maire jusqu'au prospère propriétaire viticole, tout le monde s'apprécie et ne peut imaginer que son voisin est un tueur sadique. L'enquête se trouve alors confiée à un super flic qui cache pas mal de fêlures. Une louve qui mène cette chasse aux voleurs d'âmes tambour battant. Vous plongerez facilement dans cet univers où suspense et tension sont maîtrisés tout au long du récit. La plume riche nous précipite dans une course contre la montre, glaçante et bien ficelée. Une histoire que je vous recommande, les yeux fermés. Et croyez-moi, tant que vous gardez les vôtres, c'est que vous êtes bien plus chanceux que les pauvres victimes de cette histoire. Communiqué. L'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, Comité Est Haut-Var Pays de Fayence, vous informe qu'elle organise à la médiathèque de Montauroux, en partenariat avec la municipalité et dans le cadre du 80e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance et la mort de Jean Moulin, du mardi 9 mai au mardi 16 mai, une exposition Jean Moulin, une vie d'engagement. En clôture de cette exposition sera projeté à la Maison pour tous de Montauroux, le lundi 15 mai à 18h30, le film de Gilles Perret, Les Jours heureux. Cette séance sera suivie d'un débat et d'un pot de l'amitié. Nous vous attendons nombreux. Renseignements et réservations au 06 26 86
60-79. Vers un arrêt des permis de construire en pays de faïence par Bruno Bazir de Mons. Bien plus tôt que tous les pronostics scientifiques, nous sommes confrontés au manque d'eau en pays de faïence et pour une deuxième année consécutive. L'inquiétude monte. Va-t-on avoir de l'eau pour cet été ? Le risque n'avait pas été anticipé à la hauteur du problème. L'entretien du réseau de distribution n'a pas été suffisamment suivi depuis de nombreuses années, révélant une perte moyenne de 32 litres pour 100 prélevés aux sources. Il est urgent de connaître les quantités d'eau qui tombent dans la zone de captage de la Siagnole. Cela permettrait d'anticiper les mesures avant qu'il ne soit trop tard. En 2022, 60% de déficit pluviométrique et 16e mois déficitaire depuis août 2021. Mais que faire s'il n'y a plus assez d'eau ? La communauté de communes du Pays de Fayence a défini le 31 janvier 2023 un plan d'action en 5 axes. La maîtrise de l'urbanisme et la réduction des consommations, la modernisation du réseau de distribution et la réparation des fuites, la sécurisation des ressources existantes et la modernisation du réseau de production, la mobilisation de nouvelles ressources, l'amélioration de la gouvernance de l'eau à une échelle répondant aux enjeux du changement. La suite sur le site www.cc-paysdefayence.fr. Dans le Pays de Fayence, nous avons une consommation moyenne de 2,5 à 3 fois la moyenne nationale. Environ 350 litres par jour et par personne en moyenne. Il est vrai que plusieurs communes utilisent des pompes pour remonter l'eau et la pression en augmente les pertes. Pour un frein sur l'urbanisme ? Mi-mars 2023, certains élus parlent d'un arrêt des permis de construire pour 4 ou 5 ans. Cela a l'effet d'un électrochoc. Les médias accourent. Faire une pause dans l'urbanisation dans le Pays de Fayence est une mesure complexe et trop tardive pour certaines communes, donc excessive pour d'autres. Il y a de l'injustice entre les communes qui ont accordé des centaines de permis de construire ces 5 dernières années et celles qui n'en sont qu'à quelques dizaines. Un maire a annoncé durant la saison estivale 2022 1500 abonnés du territoire consomment en été entre 1,5 et 3 mètres cubes par jour. 500 autres consomment entre 3 et 7 mètres cubes par jour. 200 entre 7 et 20 mètres cubes par jour. 40 entre 20 et 100 mètres cubes par jour. Sachant que la moyenne de consommation d'eau d'une famille du Pays de Fayence est de 120 mètres cubes par an. C'est 3000 personnes de plus depuis 2017 pour atteindre 28 266 habitants. Pour beaucoup, c'est la douche froide. Les professionnels du bâtiment et les porteurs de projets paniquent. La question est, mais où va-t-on placer le curseur ? Les maisons neuves et les piscines passent à la trappe, on imagine, mais pour les extensions, les surélévations seront-elles concernées ? Les installations d'agriculteurs envisageables ? Pour l'instant, pas de réponse à nos demandes. Et pourtant, les entreprises du bâtiment ont besoin de se projeter. Comment rebondir ? D'autant que cela va faire tache d'huile, par manque d'eau, dans le Var et les Alpes-Maritimes. On en discute déjà chez nos voisins. L'auteur de cet article, directement concerné par la mesure d'arrêt des permis de construire, la comprend et l'accepte. Il est temps de repenser le développement du territoire pour les 30 ans qui viennent. Malheureusement, il faut se retrouver dans une grave crise pour avoir un regard systémique sur du long terme. Et nous avons des propositions. Mais nous n'imaginons pas encore l'ensemble des répercussions d'une telle décision. Un grand test pour le changement de paradigme s'impose pour nos objectifs climat. Pour les entreprises du secteur, 4 ou 5 ans, c'est trop long pour patienter. Il va falloir se reconvertir. Heureusement que la réhabilitation thermique des bâtiments peut être une planche de salut pour certains, si les financements sont possibles. Faut-il encore bien en comprendre les principes ? Plus que jamais, il faut se protéger du chaud.
Des formations avancées en éco-construction, utilisant des matériaux biosourcés et géosourcés, sont à privilégier. Eau vivant, éco-bâtissons, Tetris, Permahabitat. Les piscinistes ont du souci à se faire. Devront-ils très rapidement se reconvertir en chasseurs de fuite ? En conclusion, il ne doit pas s'agir de mesures d'ajustement, le temps de remettre le réseau de distribution en état, mais bien d'envisager une réponse structurelle et systémique pour les sécheresses à répétition des 50 prochaines années. Nous sommes maintenant des précurseurs et nos choix auront une valeur d'exemple pour le reste du pays français. La mutation est autant culturelle qu'organisationnelle. Sans ce changement de paradigme, de modèle de société, nous ne gagnerons que quelques années de répit sur la ressource. Au-delà du deuil de la société d'abondance qu'est celle de la consommation sans limite, autre que celle de ses moyens financiers, c'est un modèle plus proche des rythmes de la nature et de ses ressources qui doit être retrouvé. Nous partageons un espace vital avec les non-humains, plantes, animaux, bactéries, etc., qui ont autant que nous le droit à la vie. Et cela peut être une source de bonheur d'adopter un mode de vie en harmonie avec ses valeurs. Si les signaux d'alerte des sécheresses pouvaient nous avoir apporté cette lucidité, ils n'auront pas été vains. Belle saison à vous tous. Appel à soutien. Des chiens guides pour les sourds et les malentendants sont dressés au langage des signes. L'association, une patte tendue, cherche des familles d'accueil. Pour le moment, elle n'existe que dans l'Essonne. Peut-être une vocation pour les gens d'ici ? Il existe un projet d'agrandissement de l'aéroport de Nice. Et si on proposait à Suez d'y mettre les déchets du BTP après les avoir triés ? Bref, une très belle plateforme venant d'Italie va être ancrée bientôt dans la baie de Théoul-sur-Mer. Et oui, notre Jet Society n'a plus d'endroit pour se divertir. Elle ne sera accessible que par bateau chic, en accord avec les municipalités de Mandelieu-la-Napoule et Théoul-sur-Mer. Écolo tout ça ? Le fric avant tout. Bref, l'an dernier, ma boîte à biscottes contenait les biscottes de ce paquet. Il restait 2 biscottes que je consommais aussitôt, sans pouvoir les ranger. Aujourd'hui, même paquet, mais toutes les biscottes rentrent dans la boîte. Le miracle des biscottes amincissantes ? Le pays de faïence a soif. Comment s'adapter ? Par le collectif Demain Pays de Faïence. Comment s'organiser ? Voici quelques réflexions que le collectif Demain Pays de Faïence propose. Des ateliers de sensibilisation par la fresque de l'eau, des conférences sur le climat, l'eau et l'adaptation du territoire, qu'Alain Lagrave, Emma Aziza et Arthur Keller sont d'accord pour venir nous informer. De penser à la récupération des eaux de pluie et à la réutilisation des eaux grises. Nous pourrions envisager une commande groupée avec un installateur local. Pour les mesures collectives, il est grand temps de changer nos pratiques. C'est un bouleversement. Nous devrions donner une priorité aux solutions collectives, piscine, maraîchage. En augmentant nos capacités de stockage personnel et collective en eau, nous temporiserions la consommation et sauverions nos arbres par exemple. Repensons le financement pour accélérer la rénovation du réseau d'eau au moins 2 fois plus vite. Choisissons des espèces peu gourmandes en eau dans nos jardins privés, les plantations communales ou agricoles. Le paysage va changer. Notre alimentation aussi, si opposée, impliquerait une trop grande quantité d'eau. Des vaches dans la forêt, c'est l'idéal. Concernant le tourisme, mettre en place des mesures vertueuses pour en faire un avantage et une avancée vers l'écotourisme des acteurs de notre territoire, et ainsi améliorer la sensibilisation des touristes. Sur les 4 mois d'été 2022, ce sont 373 000 nuitées touristiques enregistrées. La Régie des eaux s'interroge. Vu les difficultés d'approvisionnement en eau de l'été 2022,
On peut s'interroger sur la capacité du territoire à accueillir autant de personnes l'été dans les années à venir. J'ajoute dès 2023. Un sentiment d'injustice commence à monter. Pourquoi les communes en amont doivent-elles subir de fortes restrictions, alors que celles de la côte n'en ont apparemment aucune? Les constructions y poussent abondamment, sans doute arrosées par l'eau qui coule à flot. Et la Société du Canal de Provence, avec ses 2 millions de personnes desservies, voit aussi sa ressource s'épuiser. Pour les mesures concernant les particuliers, on peut seulement conseiller de ne pas arroser les pelouses. Il faut installer des plantations ne nécessitant plus d'arrosage dès la 2e ou 3e année. Tondre tardivement. Il restera les trop longues douches, les gazons trop verts et les lavages de voitures rutilantes. Nous devrions tous être capables de petits sacrifices pour avoir de l'eau au robinet et une production agricole sauvegardée. Il y a bien sûr toutes les mesures classiques, mousseur, douche courte, utiliser une 2e fois l'eau, vigilance pour les fuites, relever son compteur régulièrement, accepter le compteur communicant, limiter les lavages de vêtements et bien d'autres choses encore. Agriculture. L'année dernière, en pays de faïence, plusieurs exploitants ont jeté l'éponge. C'est désespérant pour eux, pour elles et pour notre souveraineté alimentaire. Agriculture de conservation des sols. Réduire les labours, protéger du vent qui assèche par des haies, éliminer les plantations trop exigeantes en eau, allongement des rotations, diversité des assolements, agroforesterie. Nous avons des quantités de déchets verts qui arrivent en déchetterie. Autant les utiliser en couverture de sols agricoles, en particulier ceux en jachère qui sont destinés à la production. Cela réduit l'évaporation ou l'assèchement. L'effet éponge limite le ruissellement et l'érosion, facilite l'infiltration dans le système racinaire, capte plus de carbone, finit par composter en augmentant la microbiologie du sol et le prépare aux futures plantations sans nécessité d'engrais. On peut difficilement faire mieux, non? Du coup, faites-le également chez vous, au moins dans le jardin. Plantez de nouvelles variétés adaptées, sans OGM, s'il vous plaît. Favorisez les espèces résistantes à la sécheresse, sorgho, millet, chanvre, carottes, haricots verts, lentilles, pois, pois chiches, soja potager, l'ail, l'échalote, l'oignon. Il nous faut un minimum de souveraineté alimentaire locale et ainsi lui consacrer une partie de l'eau brute, non traitée. C'est vital. La concurrence sur les denrées alimentaires va bientôt commencer, car les nappes phréatiques se vident partout dans le monde. Restrictions. Imposer la couverture nocturne. L'évaporation est importante la nuit. Des piscines existantes ainsi que l'installation de réserves d'eau pour compenser l'évaporation. 1,5 cm par jour. Interdire les forages sauvages. Il serait légitime d'avoir besoin d'une autorisation. Pour les gros consommateurs, installer une réserve adaptée à la consommation à remplir en période autorisée ou avec la pluie pour éviter les pastilles de limitation de débit. Les entreprises de tous les secteurs doivent sensibiliser leurs employés et adapter leurs pratiques. Portons l'imagination au pouvoir. Les professionnels de l'entretien des jardins et les pépiniéristes doivent pouvoir adapter leurs pratiques et sensibiliser les pros. Lorsque l'on va commencer à puiser dans le lac de Saint-Cassien, nous entrerons en concurrence avec le golfe et les autres ayants droit. Pourrons-nous renégocier les droits d'eau du golfe et des communes en aval? Anticiper. Depuis des années, nous essayons d'obtenir les données des réseaux d'eau du pays de Fayence pour faire une pré-étude pour la micro-hydroélectricité sur les conduites d'eau potable et même sur celles des eaux usées. Cette production électrique pourrait être dédiée prioritairement aux pompes qui alimentent les villages,
en cas de coupure du réseau électrique. Nous pourrons le constater lors des différentes coupures d'eau qui auront lieu en 2023. Leurs impacts négatifs au quotidien toucheront de nombreux domaines. Agriculture, tourisme, sécurité, incendie, sécurité sanitaire, usines de production, activités économiques de première nécessité, métiers de bouche, santé, sociale, etc. Sans oublier la gestion des trop fortes pluies et des épisodes méditerranéens qui nécessitent également des budgets d'investissement conséquents, sans faire de caniveaux dangereux pour les vélos. Toujours préparé à l'adaptation, à la résilience, cela devrait être notre priorité. Deuxième manif, Vélopiste, par le collectif Demain Pays de Fayence. Fêtes et manifestations pour la mobilité douce en Pays de Fayence, dimanche 14 mai 2023, de 10h à 15h. Rendez-vous à la Colle Noire, à côté du collège de Montauroux. Possibilité de manger sur place. Nous vous proposons une rencontre encore plus conviviale que la manif de janvier et surtout ouverte à tous avec 2 parcours différents pour la sécurité des adultes, des familles et des petits. Thème : vélo, covoiturage, piétons, cavaliers, mais aussi l'eau et le photovoltaïque avec stand, intervention et réparateurs de vélos. Venez nombreux, Fonsante. La bataille est-elle gagnée ? Par le collectif Non à Fonsante. Le maire des Adrets de l'Esterel, M. Kinloff, a réuni le 13 mars les principaux acteurs luttant avec sa municipalité contre le projet Valorpol de Suez. Les choses évoluent rapidement, mais il y a de nombreuses zones d'ombre. La mobilisation a contribué à faire remettre en cause ce projet. Nos élus locaux, sauf Calian, propriétaire des lieux, continuent d'affirmer haut et fort qu'ils refusent un tel projet. De plus en plus de politiques prennent également position contre. Le président du conseil régional, M. Muselier, s'est rendu sur le site et a déclaré que ce lieu magnifique n'est pas adapté à la réalisation d'un tel projet. Il se situe au sein du futur parc naturel régional Maure-Esterel. De très nombreuses associations de protection de la nature sont à nos côtés. Monsieur le maire de Calian, M. Cavalier, déclare qu'il va soumettre à son conseil municipal la question de la continuité de la promesse de bail signée avec Suez. Quelle sera l'attitude de Suez face à l'éventuelle dénonciation de cette promesse de bail ? Il faut rester très vigilant. Nous ne savons toujours pas où en est l'étude du dossier à la préfecture. Il manquerait des pièces complémentaires, ce qui bloquerait le dépôt du dossier, à moins que l'enregistrement soit en cours avec bientôt l'enquête d'utilité publique. Le maire des Adrets nous dit qu'il n'a toujours pas reçu la réponse à la lettre qu'il a envoyée au préfet à ce sujet. Suez va-t-il maintenir son projet en cherchant des appuis haut placés ? Que va faire le préfet ? La bataille n'est pas encore complètement gagnée. Restons donc mobilisés. Ici ou ailleurs, de tels dépôts ne doivent plus exister. Il faut mettre en place de vrais moyens de recyclage de ces produits du BTP. Ils existent, mais ils sont plus chers que l'enfouissement qui, lui, rapporte énormément d'argent à des entreprises comme Suez. L'eau, bilan, besoins, ressources, saison 2, par Claude Tozoni à Seillan. Le dernier rapport sur l'eau, rédigé par le cabinet spécialisé Concilio, a été présenté au Conseil communautaire le 31 janvier 2023. Il est disponible en ligne sur le site https://usager au pluriel au pays de Fayence tout attaché.fr/rapport-actualisation-bilan-besoin-ressources 2022-2023. Sa lecture est indispensable pour s'affranchir des commentaires simplistes et irréalistes des beaux parleurs. Quelques extraits de sa conclusion.
Les calculs aboutissent à la conclusion que la ressource en eau est insuffisante dès à présent, en l'absence d'amélioration des rendements et sans changement des habitudes de consommation. Compte tenu du déficit de pluie des dernières années et du temps de latence pour la recharge des ressources, le recours à des restrictions d'eau sur une longue période, entre parenthèses à minima de début juin à mi-décembre, sera nécessaire tant que les capacités du forage de barrières ne seront pas récupérées. Il est donc urgent de lancer un plan d'action d'urgence basé selon 3 axes. 1. Abaissement des pressions, entre parenthèses plus rapide que le renouvellement. 2. Économie d'eau, entre parenthèses pour limiter la période de restriction à l'été. 3. Recherche de nouvelles ressources, entre parenthèses lac de Saint-Cassien engagé. Au vu des nombreux éléments énoncés ci-dessus, non pris en compte dans le présent scénario, des coupures d'eau deviendront la norme si une stratégie ambitieuse de sécurisation de l'alimentation en eau du pays de Fayence n'est pas mise en œuvre. On y apprend aussi que la consommation moyenne par habitant est de 354 litres jour ou encore 130 mètres cubes par an et par habitant, soit plus du double de la moyenne française, entre parenthèses 149 litres par jour et par habitant, soit 55 mètres cubes par an. Pourtant, malgré son ampleur, ce document ne donne aucune piste pour expliquer cette donnée atypique, alors qu'elle constitue indéniablement une part du problème. Sans doute parce que chacun d'entre nous constitue un élément de la réponse. En consultant nos dernières factures d'eau, il est facile de se situer, sans autocomplaisance, par rapport à ces moyennes, locales et nationales, compte tenu de la composition du foyer. Beaucoup seront satisfaits de se découvrir vertueux et devront se défier de l'impression que la moyenne est au milieu. Cette intuition est bien souvent fausse. En effet, plus les abonnés raisonnables sont nombreux, plus il faut de consommation exagérée pour aboutir à une telle moyenne, et inversement. Ces abonnés négligents, qui sous-estiment la valeur de ce bien commun, ne manqueront pas d'éluder leurs responsabilités et de pointer promptement d'autres anomalies, certes réelles, mais non pertinentes sur ce chapitre. Cette esquive est stérile, sachant qu'il est parfaitement possible de vivre confortablement avec 200 litres par jour et par habitant, voire moins. Il suffit de le vouloir. Pourtant, compte tenu de la météo désespérante, des coupures pourraient intervenir qui impacteraient autant les insouciants que les sages, ce qui serait particulièrement inéquitable. Les remèdes mis en œuvre par les élus ne feront effet, au mieux, qu'à long terme, et leur efficacité pourrait se dissoudre dans un regain de la pression immobilière. La sobriété partagée est manifestement la réponse de bon sens, immédiate et durable, d'efficacité certaine, que nous devons tous adapter sans préjuger d'une incertaine amélioration. D'autres rapports plus anciens et tout aussi intéressants sont également disponibles sur le site des usagers de l'eau en Pays de Fayence. Les Pieds-Tanqués de Philippe Chuyenne, le 5 mai à 19h, place de l'Horloge à Fayence. 4 joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque de tous les dangers. Un rapatrié d'Algérie, un Français issu de l'immigration algérienne, un Provençal de souche et un Parisien fraîchement arrivé en Provence. Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu'ils ont tous une blessure secrète, un lien filial et intime avec la guerre d'Algérie. Ils s'opposeront, se ligueront, livreront leur vérité. Ils auront cependant à cœur de finir cette partie sur ce terrain qui les rassemble et les unit. Une pièce où les mémoires s'entrechoquent, dans laquelle la gravité des propos n'exclut pas l'humour. Une comédie dramatique sur l'identité et le vivre ensemble. Lecteurs, Michel Toche, Xavier Bougnol, Félix Chabot, René Sette. Saint-Cassien, qui es-tu ? Par Hélène Gluck, aux Adrets. Je m'appelle Jean et je suis né vers 350 en Provence, ou en Sétie, région près de la mer Noire, disons en Provence. Je deviens moine et écrivain. Je vis 7 ans dans le désert en Égypte. C'est la mode à l'époque. Puis, je pars pour Constantinople, d'où je suis chassé avec mes amis. Je vais m'installer à Marseille, où je construis 2 monastères. J'écris beaucoup. 2 de mes livres connaîtront un grand succès au Moyen-Âge. Je meurs vers 438. Les Canois me choisissent pour être l'un des protecteurs de leur ville. J'ai le don de guérir les fièvres et les entorses.
Christol Hardison et Raphaël Roule me construisent une chapelle en 1653 sur la colline d'Arluc, qui deviendra Mandelieu. Maintenant, ma chapelle est entourée par les avions de l'aéroport de Mandelieu, et je leur casse les pieds. Un comble pour celui qui guérit les entorses. Depuis 1962, je suis un lac. Je barre le Briançon qui traverse la plaine de Fayence. J'aurais dû faire le pendant au barrage de Malpasset. Lui aurait donné l'eau à Fréjus et à sa région, moi à Cannes. La nature en a décidé autrement le 2 décembre 1959, après un mois de pluie torrentielle. Maintenant, je donne à boire à environ 150 000 personnes à Saint-Raphaël, Fréjus, les Estérés du lac, grâce à une prise d'eau en face du pont du Charretier, le plus petit de mes deux ponts. Cannes et Mandelieu me boivent aussi. Toutes ces villes, ça fait du monde. 300 000, 500 000, 1 million l'été. Une usine hydroélectrique installée au pied du mur du barrage apporte une aide précieuse les jours de grand froid. Je me remplis grâce à beaucoup de petits ruisseaux et au Briançon, quand il veut bien pleuvoir. Mais c'est surtout grâce au canal qui vient de la Siagne, en aval du pont des Cuves, que mon niveau peut remonter rapidement ou être maintenu. On l'a vu cet été en fonction du débit de la Siagne. Je vais connaître mon heure de gloire. Les champions d'aviron vont venir s'entraîner ici en vue des prochains Jeux olympiques. J'ai fait aussi la une des journaux et je suis même passé à la télé. Certains voudraient installer presque sur mes rives un immense dépôt de produits du BTP et autres cochonneries, avec le risque de me polluer à jamais en cas de forte pluie. Souvenez-vous de 2012, 2015, 2019, de la tempête Alex en 2021. Heureusement, j'ai beaucoup d'amis qui me protègent en luttant contre Suez, entre autres. L'été, les touristes envahissent mes rives, et toute l'année je fais la joie des pêcheurs. Le Nouveau Journal attend vos articles pour dire combien vous m'appréciez, amis, pêcheurs, rameurs et cyclistes sur pédalo. Victoire, par l'association L'Atelier à Calian. Début mars, les opposants au projet Suez fonçante avaient le sourire. Et ça, c'est déjà une victoire. Ces militants, militantes, ont bataillé pendant des années contre un projet d'une multinationale et le petit pot de terre a fait reculer le pot de fer. À force de pédagogie, d'information et de manifestations, ils et elles ont réussi à convaincre, fédérer autour de la préservation de l'eau du lac du Saint-Cassien et plus généralement de notre cadre de vie. Donc, après que Suez ait retiré son premier projet l'an dernier, et devant l'opposition unanime qui génère son deuxième projet, que va faire le pot de fer? Revenir à la charge avec une nouvelle aberration écologique? L'heure est venue de penser un projet écologique, solidaire et intelligent dont la finalité ne serait pas le profit à tout prix. Un projet à taille humaine qui fasse le lien entre les déchets que nous produisons, nos consommations et le vivant qui nous entoure. Un projet qui ne soit pas une énième décharge gérée par des financiers, mais qui soit un lieu d'échange, d'apprentissage, de partage, de recyclage, de réparation dans le respect de la nature. Un projet innovant, original, utopique, culturel et vivant. Si toutes les personnes opposées au projet Suez fonçante se mettent à rêver d'un projet unique, alors le recul du pot de fer sera enfin une vraie victoire du pot de terre. Cerise sur le gâteau, à Mazogues, dans le centre Var, la victoire aussi est possible après la décision du tribunal d'arrêter les travaux sur le site.
10 ans de lutte pour les opposants à ce projet de carrière menaçant la plus grande réserve d'eau souterraine du Sud-Est et de nombreuses espèces protégées sur le site classé Natura 2000. Ceux qui luttent peuvent espérer gagner. Ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Avril, mais ce n'est pas un poisson. La rédaction du Nouveau Journal a le plaisir de vous informer que, suite à sa demande en 2022 auprès de la Direction régionale des arts et de la culture, une somme de 10 000 € a été accordée à notre association au titre de fonds de soutien aux médias de proximité. Cette aide nous encourage dans le développement de nouveaux projets. On y réfléchit. Et on en parle avec vous lors de l'Assemblée générale 2023. Égalité des chances, vous êtes sûr ? Par Stéphane Dantel à Montauroux. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule, parce que trop, c'est trop. Se suradapter à ses limites. Quand on a un enfant en difficulté scolaire, voilà les solutions qui s'offrent à nous. Soit continuer à le scolariser dans une classe dite normale. On entend par normal le fait que tous les élèves apprennent la même chose, à la même façon et au même rythme, et tout ça sans broncher évidemment. Ça suppose que tout le monde ait la même intelligence et qu'on mesure cette dite intelligence uniquement aux résultats obtenus à des évaluations. D'autant plus qu'il existe bien d'autres intelligences qui ne sont pas mesurables par des notes, mais bref, là n'est pas la question, quoique. Comme disait Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. Mais bon, il ne faudrait surtout pas venir secouer les habitudes des protocoles. Aucune réflexion commune, aucun travail d'équipe avec la famille et l'élève. Débrouillez-vous pour que votre enfant rentre dans les cases prédéfinies. Soit déscolariser son enfant, celui qui ne rentre dans aucune case et qu'on accuse de ne pas faire d'efforts, d'être trop remuant, trop lent, pas assez motivé, pas assez productif, trop ci, pas assez de ça. On le casse, le culpabilise, on accuse les parents de ne pas faire leur boulot, on met de côté tous les bilans psy, neuropsy, orthophonistes et j'en passe, et on choisit de les exclure. Ces enfants, j'en connais, font comme ils peuvent et leurs parents aussi. Soit scolariser son enfant dans une classe 10 adaptée. En réalité, on baisse le niveau, on les met à part des autres élèves normaux et on croise les doigts pour que tout le monde soit content. C'est l'option que j'ai choisie, ou plutôt que l'on m'a vendue, pour que j'accepte que mon enfant aille en classe de SECPA. Section d'enseignement général et professionnel adapté, avec tout ce que ça implique en termes de rejet des autres et la valorisation de l'image et l'estime de soi qui en découle. Bref, mon enfant est actuellement en 4e SECPA au collège de Montauroux. Le professeur de français, histoire géo, est absent et non remplacé depuis des mois. Oui, des mois, ce qui équivaut à une 60aine d'heures de vide dans son emploi du temps depuis décembre. Les équipes du collège ont fait leur maximum, mais c'est plus haut que ça coince. L'association des parents d'élèves ne se ménage pas. L'inspection et le rectorat ne bougent pas. Font des promesses non tenues. Une petite manifestation a eu lieu devant le collège et un article dans le Var Matin a été écrit. Nous sommes mi-mars et toujours rien. Des classes abandonnées par les profs et l'éducation nationale avec des emplois du temps à trous depuis des semaines et ce, au fil des années. C'est ça que l'on propose aujourd'hui à des élèves qui ont déjà perdu confiance en l'école et en eux, et qui se retrouvent perdus et démotivés. Une éducation au rabais pour des élèves déjà fragilisés par le système scolaire. Association Pays de Faïence Solidaire, retour sur l'année 2022. Certaines circonstances sont venues apporter une coloration particulière à cette année civile 2022. Principalement, le décès de notre président, François, lui qui était parmi les initiateurs de ce projet d'action
et président depuis son origine voici 6 ans déjà. La guerre en Ukraine et au-delà des enjeux internationaux et de la déstabilisation de certains équilibres, l'arrivée de réfugiés sur le territoire du canton. L'avènement de l'extrême droite au pouvoir en Italie et les craintes légitimes qu'on peut exprimer de ce changement politique pour les migrants sur son sol. Il s'agissait pour nous à la fois de répondre à la demande d'urgence que la situation exigeait et de maintenir le cap de la solidarité envers ceux, bien trop souvent oubliés, ou pire, pourchassés et privés de leurs droits, qui ne cessent d'arriver à Vintimille dans le dénuement le plus complet. Telle est la raison d'exister de notre association. Les maraudes. Nos maraudes à Vintimille n'ont jamais cessé et ont été maintenues au rythme habituel d'une toutes les 4 semaines, soit 13 dans l'année, plus 2 maraudes supplémentaires en été. L'apport matériel et humain des collectes par les membres comme par les sympathisants ne s'est jamais démenti. Le samedi matin est l'occasion de nous retrouver, d'échanger très joyeusement infos et amitié, tout comme la préparation du repas chaud, près de 1700 rations et autant de sachets apportés sur place. Cette année, les élèves de la section SECPA du collège de Montauroux ont préparé 2 repas. Bravo et merci à eux. Le nombre de maraudeurs, nouveaux ou chevronnés, a toujours été suffisant. Son élargissement est essentiel et témoigne de la vitalité de notre association. L'accueil dans le canton des réfugiés ukrainiens. Suite à l'envahissement d'une partie du territoire ukrainien par les forces militaires russes, dont on a rappelé récemment le triste anniversaire, le départ précipité de millions de réfugiés sur les routes d'Europe ne pouvait nous laisser indifférents. Dès le 4 mars 2022, Pays de Fayence Solidaire a invité le canton et sa population à une réunion au 1000 Club. Près d'une centaine de personnes s'y sont retrouvées. 4 maires, les représentants de plusieurs associations locales, des particuliers. Les échanges ont démontré le besoin de nous structurer pour répondre aux besoins d'hébergement en urgence qui se faisaient déjà sentir. Plusieurs domaines d'intervention ont été définis. Hébergement, scolarisation des enfants, collecte spécifique, aide administrative, transport, soins en lien avec le GAPS, traduction, recherche d'emploi, rencontre entre réfugiés. L'un d'entre nous, Pierre-Marie, a mis alors en place une plateforme qui a recensé besoins et offres en français, anglais et ukrainien et une lettre hebdomadaire d'information qui vont servir très longtemps de référence à tous les acteurs impliqués dans cet accueil. Près d'une vingtaine de familles, soit près de 80 réfugiés, en ont bénéficié. Près de 200 personnes à des degrés divers se sont impliquées dans la réussite de cette aide d'urgence. Des dons en espèces et en nature sont venus compléter les aides de l'État et l'engagement financier de la communauté de communes. L'implication de Pays de Fayence Solidaire et de ses membres a permis de mettre en relation familles d'accueil et réfugiés, bien souvent là où les structures administratives faisaient défaut, de réaliser 4 rencontres entre réfugiés, de veiller à la scolarisation et à la socialisation des enfants réfugiés, de recevoir un premier enseignement régulier de notre langue, d'accéder à une aide psychologique, de participer avec la Comcom à l'élaboration d'un livret d'accueil en 2 langues, d'organiser 2 collectes supplémentaires pour le relais Solidarité de Fayence et une opération bon d'achat au bénéfice des familles ukrainiennes. La première urgence passée au cours du mois de mai, Pays de Fayence Solidaire a exprimé auprès des maires de la communauté de communes son souhait que chaque commune prenne en charge les réfugiés installés sur son territoire. Aujourd'hui, avec l'aide pertinente de France Service, nous espérons que tous les centres communaux d'action sociale jouent leur rôle d'aide et de soutien auprès des réfugiés ukrainiens au même titre que les autres personnes dans le besoin. Il est difficile de tirer un bilan de cette expérience à laquelle la plupart d'entre nous n'étions pas préparés. Peut-être avons-nous commis des erreurs d'appréciation, joué un rôle qui n'était pas le nôtre, notamment là où l'État et ses représentants n'étaient pas présents. Une forme d'innocence nous a guidés. Si nous avons réussi à atténuer quelques aspérités rencontrées par des personnes ballottées par la violence et l'inconnu,
nous pouvons nous montrer satisfaits et avoir le sentiment de nous être engagés conformément au but de Pays de Faïence solidaire. Notre année 2022 en chiffres. 100 adhérents, 15 maraudes à 20 000, 1700 rations distribuées, aide à l'accueil de 20 familles ukrainiennes, 8 transports de vêtements ou autres en Italie auprès de l'association Caritas, un chargement de couverture au Secours populaire de Draguignan et 2 chargements de matériel médical auprès de la pharmacie humanitaire internationale VAR à Toulon, destinée à la fondation ETOC en Ukraine, 2 concerts de jazz, 2 récitals de chant organisés au profit de Pays de Faïence solidaire, une exposition de dessins de presse. Et aussi, signature d'un appel de juristes italiens pour une politique plus humaine à la frontière italienne et d'une pétition contre l'incarcération en masse d'étrangers et la détention de demandeurs d'asile. Notre participation à près d'une vingtaine de réunions et rencontres diverses et la préparation de nos prochains rendez-vous, un concert de jazz le 9 juin à Fayence au profit de Pays de Faïence solidaire. Témoignage de maraude par l'association Pays de Faïence solidaire. Gérard. Une maraude pas comme les autres. Ce soir, nous avons reçu 120 passagers venant de Somalie, du Soudan, d'Éthiopie, d'Afghanistan. Des jeunes entre 20 et 30 ans, transis de froid. Certains étaient nu-pieds. Quel chemin déjà parcouru! Pas de structure d'accueil. Ils dorment sous un pont infesté de rats. Loin de leur famille, déracinés et cherchant un avenir meilleur. Que de désillusions. Une fois le repas chaud, les sachets de produits alimentaires, les produits d'hygiène et les vêtements chauds distribués, nous rentrons dans notre maison au chaud, terminer notre soirée au coin du feu, en pensant aux fêtes de fin d'année. Sans commentaire. Félix. La nuit annule les visages. Il fait frais ce soir. Les corps se recroquevillent au creux des vêtements accumulés. Malgré tout, les yeux brillent et les sourires à notre présence. Le plat épicé, le thé et le café encore brûlant réchauffent l'âme. Beaucoup de paroles, de gestes de gentillesse et de gratitude. Ce que vous faites est très important pour nous. Merci. Merci, me dit un grand homme ivoirien. De ma table des boissons, un peu excentrée, je regarde les copines et copains affairés dans la chaîne de distribution. On fait une belle équipe, bien organisée. Un visage se cache dans l'ombre d'une large capuche. 2 mains frêles et délicates se tendent vers le sachet de nourriture. Une fille, une Érythréenne sans doute. Sa présence solitaire au cœur de la longue file d'hommes nous intrigue, nous trouble. Elle disparaît dans la nuit. Une vie à dissimuler sa fragilité, à se cacher des autres, de la police, une proie dans la jungle des hommes. Un jeune Tunisien nous aide lors du rangement. Il est extrêmement poli, affable, et on le sent perdu, isolé du groupe. Il nous a demandé de l'amener en France où il a des proches. Ses bagages très lourds contiennent des jouets pour leurs enfants. Nous ne pouvons bien sûr pas l'aider à passer en France. Que dire d'une telle frontière qui sépare les amis, les amants, rejette les demandeurs de mieux vivre. Jalal, quant à lui, est à Vintimille depuis 8 mois. Il travaille à temps partiel chez une fleuriste. Pas assez de salaire pour être indépendant. Il survit, avec le sourire, malgré la pauvreté et le mal de dos. On a parlé foot. Il est marocain et très fier de ses frères, les lions de l'Atlas. À nouveau, plus de Marocains ce soir, des gars de Casa, Marrakech, mais aussi des douars de montagne, où nous avons la chance de pouvoir cheminer libre. Un monde à 2 vitesses, c'est sûr. Les rois mages, aujourd'hui, sont bloqués aux frontières. Claude. Le Marocain me montre son torse fracturé par la police. Laquelle,
Je ne sais pas. Le Burkinabé me dit souffrir de sa hanche et de sa jambe. Il a chuté dans la montagne. Algériens, Tunisiens et Égyptiens sont fatigués et découragés. Ils toussent et ont mal à la tête. Les Soudanais, tous venant du Darfour, se grattent, dermatites, gales, dans l'ombre de ces corps qui jaillissent de nulle part, qui ne font que surgir, évanescents entre rives et rivages. Je vois des routes devenues éternelles, des tombes amoncelées entre îles et continents, tout un lot d'origines qui se retrouve brouillé dans un radeau de baluchus. Nous voici ramenés au ventre occidental, comme aurait dit Césaire. Toute naissance est nue, fragile et démunie. Dès lors, toute naissance en ce monde convoque notre générosité et appelle cet héritage universel de justice.